Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une célèbre saga de science-fiction particulièrement chère à mon cœur. Oui, encore. Une saga de 4 films dont le doublage s'avère très intéressant. Mais commençons par un peu d'histoire, comme d'habitude. Au cours des années 70, les deux scénaristes Dan O'Bannon et Ronald Shusett tentent de faire réaliser un projet de film de science-fiction horrifique qu'ils ont coécrit, racontant la mésaventure de l'équipage d'un genre de cargo spatial confronté à un organisme extraterrestre très hostile, qu'ils ont découvert sur un planétoïde isolé. Le script s'inspire de plusieurs projets sur lesquels les deux scénaristes ont travaillé, comme le film étudiant Dark Star, premier long métrage de John Carpenter, qui rappelle beaucoup le film final avec son ballon de plage qui tue l'équipage d'un vaisseau, mais également d'autres films plus anciens comme La planète des vampires de Mario Bava, pour la scène où les cosmonautes trouvent un squelette extraterrestre dans un vaisseau abandonné. Nos deux scénaristes s'apprêtent à céder leur bébé à la société New World Pictures, la firme de Roger Corman, spécialisée dans les séries B. Et si, à n'en pas douter, le résultat aurait été incroyable quand on voit les autres films de la compagnie, un cadre de la Fox se montre finalement intéressé. Le studio valide alors le projet et en confie la réalisation à un réalisateur britannique débutant, Ridley Scott, qui n'a alors signé qu'un seul long métrage, le film historique Les Duellistes. On peut noter que, bien que le film soit sorti au final après la Guerre des Étoiles, son développement a commencé bien avant et on y retrouve donc la patte des films de SF typiquement années 70. La science-fiction à cette époque, ça se faisait, mais c'était généralement des films engagés, se voulant réalistes et dépeignant un futur proche et très sombre. Et c'est ces éléments qui rendent selon moi le film si excellent. L'héritage pessimiste et engagé du cinéma des années 70 avec la maléfique firme Weyland-Yutani. Priorité numéro 1, assurer le retour sur Terre de cet organisme pour analyse. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. La réalisation très élégante de Scott, sans oublier la direction artistique incroyable de H.R. Giger, artiste suisse complètement starbé, qui permettent de transcender un scénario de film de monstre finalement assez classique. Mais bref, parlons de la VF. La Fox confie la version française à la société nouvelle de doublage. La direction artistique est signée Michel Gast et l'adaptation Christian Duras. En gros, l'équipe qui aurait dû s'occuper de la VF de Star Wars si la Fox ne leur avait pas imposé la direction d'Eric Kahn. Ce premier film est peut-être celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire. Niveau adaptation, c'est du bon travail, il n'y a pas de souci de traduction particulier, bon, il y a quelques choix un petit peu datés, comme Alien, traduit littéralement en l'étranger. Demande éclaircissement sur l'incapacité de neutraliser l'étranger. Ce qu'on peut critiquer aujourd'hui, mais qui était tout à fait cohérent pour l'époque. Et puis, ce nom ne revient qu'à 2 reprises, alors bon. Il y a aussi Mother, l'ordinateur de bord, dont l'acronyme signifie littéralement mère, qui devient en français maman. C'est dû au fait que mère est très difficile à synchroniser avec mother, puisque il manque une syllabe. Si le mot était juste balancé dans une phrase par-ci par-là, ils auraient pu le camoufler, mais là, vu qu'on voit Ripley le crier à plusieurs reprises en plan serré, ils pouvaient pas vraiment faire autrement. Et puis bon, certes, c'est pas une traduction littérale, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Et il y a aussi ça. Essayez d'enlever une des tentacules de son cou. On dit un tentacule. C'est un détail, mais un officier scientifique ne ferait pas l'erreur. C'est la preuve que j'ai du mal à trouver des défauts aussi chipototants. La gestion du vocabulaire est très bonne. Ash et Dallas, le médecin de bord et le capitaine, ont un niveau de langage courant, voire soutenu, tandis que Brett et Parker, les mécanos, ont un parler beaucoup plus familier. Non, rien à signaler. Et la question de répartition des primes, vous avez pas répondu. Bien sûr, je suis Problème désolé. des Attendez une efforts minute, discutés. est-ce que je peux parler? Parlons du problème des primes. Il y a une clause dans le contrat qui établit de façon claire que toute transmission systématisée indiquant la possibilité d'une origine intelligente doit faire l'objet d'une recherche. Je pense. Ouais, mais on sait pas si c'est Je intelligent. veux rentrer et être payé. Parker, tu veux écouter une minute? Niveau casting, les acteurs, sans être des débutants, ont souvent été actifs au théâtre, à la télé, ou ont connu des rôles secondaires au cinéma. De ce fait, aucun n'a encore une voix française clairement établie. Michel Gast a donc dû effectuer un casting pour chaque acteur, et il l'a très bien fait. L'androïde Ash, joué par Ian Holm, est doublé par Jacques Thébault, connu surtout comme la voix de Steve McQueen et Patrick McGowan, mais qui a également toujours été très à l'aise pour jouer les salopards. Il a même doublé Jack l'Éventreur une fois. Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Le capitaine Dallas, joué par Tom Skerritt, est doublé par Jean Roche, futur Lando Calrissian dont la voix assez élégante et autoritaire colle très bien au personnage. Ripley, c'est un ordre. Ouvre immédiatement le sas. Oui. Je te dis que c'est un ordre. Tu as entendu? Quant à Sigourney Weaver, elle est doublée par Tania Torrance, une comédienne française qui avait fait quelques rares doublages, mais qui était surtout très active au théâtre, puisqu'elle avait même fait la Comédie Française. Épargnez-moi, mademoiselle!
comportement que j'ai eu contre vous a mis toute ma famille dans l'embarras. Le prince m'oblige à venir vous faire une réparation. D'ailleurs, en termes de doublage, Sigourney Weaver est la seule actrice qu'elle ait suivie de manière régulière. Et pour cause, puisqu'elle la double déjà très bien ici. Well, let's talk about killing it. We know it's using the air shafts. Will you listen to me, Parker? Shut up! Let's hear it. Let's hear it. It's using the air shafts. We don't know That's that. the only way. Voyons, comment pourrait le tuer, puisqu'on sait qu'il utilise les conduits d'aération dont c'est toi qui m'écoutes, Parker. Je voudrais... La ferme! Bon, on t'écoute. On t'écoute. Il utilise les conduits d'aération, nous le savons. Bon, c'est pas... C'est le seul et unique moyen. Pour le reste, les mécaniciens Brett et Parker, joués par Harry Dean Stanton, qui n'a jamais eu de voix française vraiment établie malgré une riche carrière, et par Yaphet Kotto, surtout connu pour avoir affronté James Bond dans Vivre et laisser mourir, sont doublés respectivement par Alain Dorval, la voix de Stallone, et George Aminel, la voix de Dark Vador, dont les timbres rauques conviennent parfaitement à ces rôles de mécano un peu beaufs. Ripley, reviens. Arrête, petite putain. Pourquoi tu dis ça? John Hurt est doublé par Bernard Murat, qui a certes une voix moins grave que lui, mais qui colle à merveille au personnage. Par contre, j'ai un petit souci avec Monique Thierry, qui double Veronica Cartwright. Le personnage est censé représenter le public. C'est elle qui se laisse le plus dominer par ses émotions, qui craint d'explorer le vaisseau abandonné, qui veut fuir le Nostromo, qui panique. Mais je trouve que Monique Thierry ne joue pas toujours très bien la peur et l'énervement. C'est pas catastrophique, hein, mais elle manque souvent de naturel. Did we abandon the ship? We get the shuttle and just get the hell out of here. We take our chances and just hope that somebody picks us up. Moi j'ai dit qu'il faut abandonner cet appareil. Et nous prenons la navette et nous quittons tout de suite cet enfer. Il faut tenter notre chance et espérer qu'on trouvera quelqu'un qui nous... Enfin, maman, jouée, si je puis dire, par Hélène Horton en VO, est doublée par Perrette Pradier, comédienne très active, surnommée la papesse du doublage, qui, ici, fait très bien l'ordinateur. Pas d'explication. Ordre spécial 937 uniquement pour officiers scientifiques. Bref, vous aurez compris que, hormis quelques détails qui relèvent un peu du chipotage de ma part, la version française de ce premier film est une pure réussite. Parlons maintenant de la version longue. Alors, chaque film Alien a connu une version longue, et la question du doublage, c'est un petit peu compliqué, puisque généralement 3 solutions s'offrent aux distributeurs. La première, c'est de se contenter de sous-titrer les scènes supplémentaires. C'est ce qu'on fait en général pour les versions complètes de vieux films pas super célèbres qui avaient été raccourcis à leur sortie française. La deuxième, c'est d'essayer de rappeler un maximum de comédiens ayant participé à la VF, ou éventuellement des comédiens à la voix proche, pour doubler les rajouts. Selon moi, la meilleure solution, si c'est bien fait. Et enfin, il y a la solution de tout redoubler. C'est ce qui se fait généralement quand un comédien important est indisponible, ou quand la nouvelle version change trop profondément l'œuvre de base, comme pour Apocalypse Now, ou plus récemment Justice League. Ou juste quand le distributeur a la flemme de bien faire son travail. Ici, il a été décidé de doubler les rajouts. La version longue date de 2003 pour la ressortie DVD, en théorie, mais le film a pu bénéficier d'une ressortie en salle. Et doubler des rajouts des décennies après, ça peut facilement donner des résultats assez laids, puisque la façon de parler, les intonations, ça change avec le temps, le matériel d'enregistrement aussi, et plus le délai est long entre le doublage principal et le doublage des rajouts, et plus on court le risque d'avoir des rustines qui s'entendent et qui font sortir le spectateur du film. Quand on est comme moi, ça réconforte de savoir que... qu'il pleuve ou qu'il vente, il y a toujours quelque part une bonne soupe qui vous attend. Dans cette direction, on arrive au Rio Grande. Ça fait un sacré bout de chemin. Ici, même si 24 ans séparent ces 2 enregistrements, on peut quand même noter un effort très appréciable pour rappeler des voix d'époque. Tania Torrance reprend Sigourney Weaver et arrive très bien à se rapprocher de ce qu'elle faisait à l'époque, même si on sent que sa voix a gagné en maturité. Ça ne ressemble à aucun des signaux radio que j'ai entendus. Monique Thierry revient également et fait très bien illusion. Ça y est, j'ai trouvé le cadran. Ascension droite, 6 minutes, 20 secondes. Déclinaison, 39 degrés, 2 secondes. Par contre, pour les autres, alors... apparemment, Jean Roche est bien revenu, mais comment dire... Ripley, c'est un ordre. Ouvre immédiatement le sas. Si c'est le cas, on le saura bientôt. D'où ça vient exactement? Comment? Mais parce que c'est vous, ça? Évidemment, qui voulez-vous que ce soit? La vache, faut avoir l'œil. Pour Jacques Thébault, je sais pas. J'aurais tendance à dire non, mais il n'a qu'une seule courte réplique supplémentaire,
et j'arrive pas à déterminer si c'est quelqu'un d'autre ou si sa voix a juste beaucoup changé avec l'âge. Et si ça l'alimente en oxygène, en l'enlevant, ça peut le tuer. On peut aller dessus. Par contre, ce n'est clairement pas Georges Aminel sur Yaphet Kotto. Ouais, ben moi je crois qu'elle a pas tout à fait tort. Personne ne sait ce que c'est. Comment va-t-on lui retirer ça? Ce qui est dommage parce qu'il avait pourtant accepté de revenir pour Star Wars épisode 3. Globalement, une oreille un minimum affûtée pourra reconnaître les scènes supplémentaires, mais elles sont très courtes, moins de 5 minutes au total, et franchement, cette version longue est tellement proche de la version cinéma que, à moins de bien connaître le film, on peut facilement les confondre. D'ailleurs, Ridley Scott lui-même préfère la version cinéma, mais si vous voulez voir cette version longue, vous pouvez tout à fait le faire en VF, ne serait-ce que pour saluer l'effort. Mais revenons un peu dans le passé. Lorsque le film sort en 1979, c'est un gros succès, mais le studio ne met pas immédiatement une suite en chantier. Ceci dit, un jeune aspirant réalisateur apprécie le film, un certain James Cameron, alors surtout connu comme responsable des effets spéciaux sur de nombreuses séries B, dont plusieurs produites par Roger Corman, et comme réalisateur de ce grand chef-d'œuvre qu'est Piranha 2, un film sur lequel il n'avait en réalité eu aucun contrôle créatif. Celui-ci propose au studio un scénario pour un Alien 2 qui serait plus un film d'action horrifique qu'un véritable film d'horreur. Les producteurs apprécient son idée mais exigent que son premier film, Terminator, alors en production, soit un succès. C'est le cas, et Cameron peut se lancer après 84 dans la production d'Aliens, ou Alien le Retour en français. Le film nous expose donc le retour de Ripley sur Terre, puis son renvoi sur LV-86, entre-temps colonisé, pour apporter son expertise à un groupe de Marines censé dératiser les lieux, si je puis dire. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. La version française n'est cette fois pas confiée à la SND, mais au studio Les Films Jacques Villemesse, sous la direction de Jacques Villemesse, qui à la même époque a également supervisé les doublages de Terminator et Robocop. Il lui manquait que Predator pour avoir le tiercé gagnant. Quant à l'adaptation, elle est cette fois signée Eric Kahn, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur Star Wars. Je n'ai à nouveau pas grand chose à relever au niveau de l'adaptation, cette fois Kahn n'a modifié aucun nom propre, hormis le nom de la poupée de Newt, Casey, francisé en Carol, mais franchement, la poupée de Newt... Tout le monde s'en branle, moi le premier, précisément. Les punchlines des militaires sont bien retranscrites. You know, Burke, I don't know which species is worse. You don't see them fucking each other over for a goddamn percentage. Vous savez, Burke, je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elle n'essaie pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet de fric. Les dialogues sont vivants, c'est du bon boulot, vraiment, cette adaptation est très bonne. Par contre, j'aurais des trucs à redire concernant le casting. Alors en premier lieu, Villemesse a rappelé Tanya Torrance pour doubler Ripley. Vous allez me dire, bah, évidemment, mais c'était pas forcément garanti. D'une part, même si Sigourney Weaver avait joué dans plusieurs films entre-temps, elle n'avait été doublée par Torrance que dans le premier Alien. Et d'ailleurs, ce n'est que à partir de cet Alien le Retour que celle-ci est devenue sa voix française régulière. De plus, j'entends beaucoup de gens dire que dans les années 70-80, les doublages c'était meilleur qu'aujourd'hui. Bon, qu'on soit ou non d'accord avec cette affirmation, on peut pas nier que la cohérence au sein des sagas était infiniment moins prise au sérieux qu'aujourd'hui. Quand une suite était confiée à un autre directeur artistique, c'était fréquent, voire systématique, de voir tout le casting français changer. Et d'ailleurs, j'ai félicité Gast pour son travail sur le premier Alien, mais quand on lui a confié Halloween 2 ou Los Angeles 2013, ça ne lui a pas posé problème de changer tout le casting. Bref. Donc Villemesse a rappelé Torrance, et ça c'est très positif. D'autant plus que celle-ci s'en sort à nouveau à merveille sur Sigourney Weaver. Mais tout n'est pas si rose. En premier lieu, j'émettrai une réserve sur Carrie Henn, doublée en français par Régine Tessot, que vous connaissez sans doute pour avoir fait pas mal de voix dans Les Simpsons, notamment celle de Ralph. Régine Tessot, alors âgée de 36 ans, et qui rajeunit sa voix. C'était fréquent à l'époque de prendre des femmes pour doubler les enfants, et autant des fois ça passait très bien, comme Jackie Berger sur 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, autant des fois c'était juste ridicule, comme cette même Jackie Berger dans Shining. Ici, globalement, ça passe, sauf quelques rares moments qui sonnent un peu faux, mais je pense que le tout aurait quand même été beaucoup plus convaincant s'ils avaient vraiment pris une comédienne enfant. You're very tired. I don't want to. I have scary dreams. Well, I bet Casey doesn't have scary dreams. Let's take a look. Nope, nothing bad in there. See? Maybe you could just try to be like her, huh? Ripley, she doesn't have bad dreams because she's just a piece of plastic. Je peux pas dormir, je fais des cauchemars. Moi, je parie que Carole n'a jamais de cauchemar. On va regarder. Non,
Tout est parfait là-dedans. Tu vois? Alors il faut que tu fasses comme elle. Ripley, Carole ne fait pas de cauchemar parce que c'est juste un bout de plastique. Sinon, le sergent X, incarné par Michael Biehn, est doublé par Mark Alphos, la voix de Russell Crowe. Dwayne. Moi, c'est Dwayne. Hélène. Ne traîne pas trop, Hélène. Qui est bon, même si j'aurais préféré que Vilmes reprenne Patrick Poivet, qui avait doublé l'acteur dans Terminator 2 ans plus tôt, et qui, selon moi, était juste parfait. Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Il ne peut rien faire d'autre. L'antagoniste du film, le cadre d'entreprise Carter Burke, joué par Paul Reiser, est doublé par Roger Crouzet, la voix notamment de Joe Pesci dans la saga L'Arme Fatale, qui, pour l'anecdote, est l'époux de Monique Thierry. I really think we should worry about the hearing now, because we don't have a lot of time, okay? I read your deposition, and it's great. If you just stick to that, I think we'll be fine. Pour le moment, parlons de l'enquête. Nous avons très peu de temps devant nous. J'ai lu votre déposition, elle est parfaite. Vous en tenez à tout ça, et ça ira très bien. Alors, ce choix ne plaît clairement pas à tout le monde. J'ai vu pas mal de fans critiquer le fait que Crouzet avait 59 ans, soit 2 fois l'âge de Reiser. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce choix. Laissez-moi m'expliquer. D'une part, j'ai toujours estimé que Burke devait avoir au moins une petite quarantaine, enfin clairement pas 29 ans. D'autre part, je ne trouve pas que Crouzet ait vraiment une voix si âgée que ça. Je veux dire, oui, sa voix est nettement plus aiguë que Reiser, mais ça fait pas non plus papy, quoi. Et je trouve que cette voix colle très bien au personnage de Burke, un personnage ridicule, peureux, malhonnête, fourbe, en particulier dans les scènes finales, quand il tente piteusement de se justifier pour ses actes. Réfléchissez. Qui aurait pu affirmer que tout ça existait? Qu'il y avait des monstres ici? Je ne savais rien. Bon, alors admettons que je clame partout qu'il y a des risques pour la sécurité ici. Tout le monde s'en mêle. L'administration s'en mêle. Les droits d'exclusivité disparaissent. Bon, et tout le monde y perd. Alors j'ai pris cette décision et c'était mal pensé. J'ai mal joué, Ripley. Bon, là, c'est vraiment très subjectif, à vous de voir. Pour le reste, l'androïde Bishop, incarné par Lance Henriksen, est doublé par Joel Martineau, comme dans Terminator, le sergent Apone par Medondo. T'as mal lu tes notes, c'est l'inverse en fait. De quoi? Ah oui, alors oui, effectivement c'est l'inverse, je comprends pas. Depuis quelques années, il y a des débats sur le fait de savoir si un blanc est vraiment bien placé pour doubler un noir, etc. Et dans un monde parfait, n'importe qui devrait pouvoir doubler n'importe qui du moment que sa voix colle, peu importe la couleur de peau. Mais c'est vrai qu'il y a encore une vieille logique absurde qui voudrait que les blancs aient une voix entre guillemets standard qui leur permettrait de doubler tout le monde, tandis que les noirs non. Ce qui explique le fait qu'on voit très régulièrement des blancs doubler des noirs, et parfois très bien d'ailleurs, c'est pas la question, mais que l'inverse est globalement assez rare. Donc Medondo sur Lance Henriksen, en théorie pourquoi pas. Sauf que Medondo, acteur franco-mauritanien, qui doublait pratiquement tous les acteurs afro-américains de l'époque, a quand même un accent assez reconnaissable, et sur Bishop, ça fait bizarre. Du moins au début, parce qu'après on s'y fait. That could never happen now with our behavioral inhibitors. It is impossible for me to harm or by a mission of action allow to be harmed a human being. Ça n'arrive plus jamais maintenant avec nos inhibiteurs de comportement. Il m'est impossible d'attaquer, ou par ma faute de laisser attaquer un être humain, ça me bloquerait les circuits. Est-ce que c'est parce que Bishop est un robot, alors c'était voulu de lui donner une voix qui paraît un peu étrange? Est-ce que c'était une volonté de renverser les clichés? Ou est-ce que juste Martineau a eu un empêchement qui l'a contraint de pouvoir doubler qu'un personnage tertiaire? Je sais pas. Mais j'aimerais beaucoup savoir. Sinon, le reste est parfait. Les militaires ont tous des voix bien choisies, comme José Lucioni, Sylvie Fate, Jean-Luc Kaiser. Leur camaraderie se ressent très bien en français. Il t'est jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? T'es une sale vache. Non, vraiment, tout le reste est nickel. Arrive alors la version longue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, c'est le premier de la saga à connaître une version longue, puisque, contrairement aux autres qui en ont bénéficié pour le coffret DVD de 2003, ici, c'est Cameron qui avait mis ce montage de côté pendant la production du film, et qui l'a fait éditer en laserdisc dès 1991. Cette nouvelle mouture nous donne donc un aperçu de la découverte par les colons du vaisseau alien du premier film, rajoute quelques scènes d'action assez sympathiques, mais surtout nous expose une scène capitale où Ripley découvre que sa fille est morte avant son retour sur Terre, ce qui explique beaucoup mieux son attachement à Newt au cours du film, là où dans la version cinéma c'était un peu « Oh bah Ripley c'est une bonne femme, et les bonnes femmes, bon ça va même s'occuper des gamins hein ». Le doublage des scènes supplémentaires a donc été effectué moins de 5 ans après la sortie de la version cinéma. Et c'est parfait. Tous les comédiens sont revenus, on ne distingue aucunement les rajouts, c'est impeccable. Enfin, bon, techniquement, il y a un cadre de la Vélante qui change de voix au début, Michel Gudin étant remplacé par Gabriel Catan,
mais même en étant au courant, j'arrive pas à le remarquer. Les chercheurs de l'équipe qui a examiné la navette centimètre par centimètre n'ont trouvé aucune trace concrète de la créature. En contrepartie de cette indulgence, vous subirez pendant 6 mois des examens psychométriques. Et Bishop change de voix, en théorie, Medondo est remplacé par Bernard Tiffen, mais comment dire? Voici la totalité des répliques de Bishop dans la version longue d'Alien le Retour. Ici Bishop. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles. C'était la totalité des répliques de Bishop dans la version longue d'Alien le Retour. Je pourrais toujours chercher pour trouver des petits détails à critiquer, comme cette blague qui n'a pas été traduite. We got nukes, we got knives, sharp sticks. Knock it off, Hudson. On a des fusées, du nucléaire, on a du bactériologique. Boucle-la, Hudson. Mais ce serait vraiment malhonnête de ma part. Globalement, vous aurez compris que cette version longue a un doublage très homogène et très agréable à l'oreille et que c'est une vraie réussite. Après le succès de ce deuxième opus, un troisième volet est mis en chantier. Plusieurs scénaristes proposent leurs idées. L'écrivain cyberpunk William Gibson propose un affrontement entre la Vélande et une colonie anarchiste, qui serait une allégorie de la guerre froide. Idée rejetée parce que la guerre froide est justement en train de s'achever. Eric Red propose un script nanardesque à base de virus aliens qui transforment des animaux et même une station spatiale en monstre. Et finalement, Vincent Ward développe un concept génialissime de communauté monastique vivant dans un satellite aménagé en abbaye moyenâgeuse. Concept abandonné car trop cher et déroutant. Finalement, le film sort en 1992, réalisé par un jeune débutant nommé David Fincher. Il raconte le crash de la navette de Ripley sur une planète prison peuplée de fanatiques religieux ultra-violents qui refusent de la prendre au sérieux quand elle affirme qu'un alien était caché à bord. Après la version française globalement bonne, mais selon moi largement perfectible du deuxième volet, c'est cette fois le studio Synchro 7 qui s'occupe de ce film. Kahn hérite à nouveau de l'adaptation et est également bombardé directeur artistique. Et franchement, si vous en vouliez toujours à Kahn pour la VF en demi-teinte de la Guerre des Étoiles, en ce qui me concerne, il est complètement pardonné avec ce film, tant la VF de la version cinéma d'Alien 3 est selon moi pratiquement parfaite à tous les points de vue. Commençons par l'adaptation. Un point sur lequel je n'avais à mon goût pas assez insisté dans ma vidéo sur la VF de Star Wars, c'est à quel point Kahn était doué pour gérer les écarts de langage entre les personnages. Han Solo a un vocabulaire plein de gouailles, Ben Kenobi parle comme un ancien sage, Leia comme une aristocrate, tout cela ressortait à merveille, bien plus qu'en VO. Ici, c'est pareil, les prisonniers parlent soit comme de pauvres types désabusés, soit comme de véritables brutes, selon le cas. Le docteur Clemens, en sa qualité d'homme cultivé d'origine britannique, a un langage très élégant sans être trop empoulet. Les dialogues du directeur Andrews reflètent parfaitement l'orgueil et l'incompétence du personnage, c'est excellent. Et pour le coup, il n'y a pas de liberté dans les noms propres comme dans Star Wars, tout est fidèle. Bon, pour chipoter, il y a le personnage de 85, traduit en 65, probablement parce que 85 c'était trop long, mais Pourquoi vous l'appelez 65? Des copains ont vu son dossier dans le bureau du patron le jour où il est arrivé. C'est son QI. Autant un QI de 85 c'est bas mais pas non plus catastrophique, autant 65 ça le classe quand même comme un attardé profond. Et il y a aussi cette phrase qui a été traduite n'importe comment. I saw a drum of this stuff fall into a beachhead bunker once. The blast put a tug in dry dock for 17 weeks. J'ai vu un fût plein de cette saleté tomber sur une plage du débarquement. Ça a fait partir 3 péniches à 20 mètres de hauteur. Mais je chipote, l'adaptation est globalement excellente. Mais le casting est très soigné aussi. Après tout, comme Kahn le disait si bien, aujourd'hui, à cause de la télé, ils choisissent leurs comédiens comme des putes de la rue Saint-Denis au lieu de prendre des call girls. Un jour, faudra que je fasse une compilation de ces meilleures citations, ce serait vraiment énorme. Bref, Sigourney Weaver est toujours doublée par Tanya Torrance, qui entre-temps l'avait doublée dans Gorille dans la brume. Charles Dutton par Pascal Renwick, la voix de Lawrence Fishburne, notamment dans les Matrix. Yo, you don't want to know me, lady. I'm a murderer and rapist of women. Arrêtez vos salades, ma petite dame. Je suis pas votre genre, j'ai tiré 20 ans pour viol et assassinat. Ralph Brown par Patrick Florsheim, la voix de Michael Douglas. Globalement, tout le monde a trouvé une bonne voix. Mais il y a deux choix de casting que j'apprécie particulièrement. D'une part, le Dr Clemens, joué par Charles Dance, qui n'avait pas encore de voix française à l'époque, Philippe Catoire n'a commencé à le doubler que plus tard, est ici doublé par Daniel Sarki, un acteur français notamment connu pour avoir joué dans Emmanuel, et qui n'a fait que très peu de doublage. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment très bon. Son timbre élégant convient parfaitement au ton très british de Dance, sublimé par les excellents textes de Kahn, c'est vraiment génial. It would appear that the child drowned, but without the benefit of proper laboratory tests, it's impossible to be absolutely certain.
I would consider it unwise to tolerate even the possibility of an unwelcome virus. An outbreak of cholera would look extremely bad on a report, would it not, sir? Il semble en effet que la fillette soit morte par noyade, mais sans examen approfondi en laboratoire, il est impossible d'être catégorique. Je pense qu'il serait assez malvenu de risquer la moindre possibilité d'apparition d'un virus étranger. Une épidémie de choléra ferait bien mauvais effet dans un rapport, vous ne pensez pas, monsieur? D'autre part, le directeur Andrews, joué par Brian Glover, est doublé par Claude Brosset, que vous connaissez sans doute en tant qu'acteur. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Brosset a fait un peu de doublage dans les années 90-2000, il a notamment doublé Robert Duval dans plusieurs films. Et s'il a plutôt une voix à doubler des personnages joviales, il réussit très bien à retranscrire en français ce personnage grossier, autoritaire et égocentrique. Listen to me, you piece of shit. You screw with me one more time, I'll cut you in half. Écoutez bien, sale petite fiotte. Encore une connerie comme ça, je démolis votre gueule de merde. Pour le reste, Lance Henriksen n'est plus doublé par Medondo, mais par Serge Blumenthal. Alors, on peut râler sur la continuité, mais force est de constater qu'il fallait le changer. En plus, l'ancien Bishop, celui du film précédent, n'apparaît que dans une brève scène où sa voix est complètement détruite. Je peux même que vous ne remarquez pas que c'est plus la même voix. Pour les scènes finales, il joue un autre Bishop, donc c'est pas dérangeant qu'il ait une voix différente. Et puis, franchement, vous imaginez ce personnage avec la voix de Medondo, vous? Je suis pas Bishop l'androïde. C'est moi qui l'ai conçu. Je suis un humain. La compagnie a demandé que je vienne afin que tu vois un visage ami et que tu saches que tu es précieuse pour nous. Niveau mixage, j'ai rien à dire. Bon, il y a juste la réplique finale qui est censée provenir du même enregistrement qu'on voit à la fin du premier film. Bon, qu'il l'ait réenregistré ici, je peux comprendre, c'est pas le même studio qu'à l'époque, je suppose qu'il y avait des droits à payer, mais la traduction n'est pas tout à fait identique et c'est dommage. Le vaisseau, la cargaison sont détruits. Je devrais atteindre la frontière dans d'ici environ 6 semaines. Avec de la chance, la base nous récupérera. Et s'il vous plaît, la dernière survivante du Nostromo. Terminé. Bon, c'est clairement un micro-détail que vous ne remarquerez qu'en ayant vu les films de nombreuses fois, mais c'est un peu regrettable. Mais bon, hormis quelques rares pinaillages de ma part, vraiment, cette VF est excellente à tous les niveaux, et c'est clairement un de mes doublages préférés. Parlons à présent de la version longue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Fincher a complètement désavoué Alien 3 et n'a pas participé à ce nouveau montage. Ce n'est donc pas une director's cut, mais une tentative de recréer sa version de travail de l'époque. C'est donc moins une version étendue qu'une version alternative. Clemens ne trouve plus le corps de Ripley au même endroit, l'alien ne sort plus d'un chien mais d'un bœuf mort, ce qui a quand même beaucoup moins d'impact. La mort de certains personnages est différente, et le deuxième Bishop est clairement montré comme un être humain, là où la version cinéma pouvait laisser croire que c'était un robot. Et puis il y a aussi cette scène qui m'a toujours beaucoup fait rire. Hé, Franck! C'est quoi ça? Eh mec, regarde ça, j'ai trouvé une araignée mutante extraterrestre sur cette vache en pleine santé qui vient juste de mourir, tu crois pas qu'il faudrait mieux le dire aux autres? Bref, le doublage de ces nouvelles scènes a donc été enregistré en 2003 pour la ressortie DVD. Est-ce que c'est parce que c'est pour le DVD, alors ils s'en foutaient, ou est-ce que c'est parce que le film est moins populaire que les deux premiers? Je sais pas, mais comment dire? C'est honteux! Je sais même pas par où commencer, alors on va prendre le moins pire. L'adaptation est pas terrible, ça essaye de faire du Cannes, mais c'est plus lisse, c'est moins péchu, et on voit que l'adaptateur a vraiment bossé en mode minimum syndical, puisqu'un truc aussi basique que le tutoiement des personnages n'est pas respecté. Tu casses l'ambiance. C'est que j'ai un boulot. J'aimerais aussi savoir pourquoi ils ont brûlé les corps. Alors donc, puisque je suis dans votre lit, vous pensez que je vous dois une réponse? Au niveau du casting, hormis Tania Torrance et Pascal Renvik, toutes les voix changent. Il n'y a même pas eu le moindre effort pour trouver des comédiens à la voix proche, comme dans le 2, avec Catan qui remplaçait bien Gudin. Non, on s'en fout, hein. Qui s'est dit une seconde que Bruno Devolder avait un timbre de voix proche de Claude Brosset? Ou que Patrick Cosmon était proche de Daniel Sarki? Cet accident qu'a eu Murphy, hein? Voilà ce qui se passe lorsqu'un de ces lamentables crétins attrape une érection. Je suis docteur, le geôlier, c'est vous. Si je n'avais pas besoin d'un officier médecin, je ne vous laisserais pas en place une seconde dans cette opération. C'est vraiment aimable. Gardez vos sarcasmes pour vous, Clemens. Bon, ok, Sarki est mort en 99, donc il aurait fallu le remplacer de toute façon, mais c'était pas dur de trouver quelqu'un qui colle mieux, quelqu'un avec une voix grave, un ton élégant, je sais pas.
Philippe Catoire par exemple. Et vu que la version longue rallonge plusieurs scènes déjà existantes, on se retrouve non pas avec des voix qui changent lors de scènes supplémentaires, mais au milieu de certaines scènes. Et au passage, je sais pas trop où le préciser, alors je le cale ici, mais le mixage est également ultra flemmard, surtout au niveau des ambiances. No problem. I've never had any problem with the ladies. I'd say to her, good day, my dear. How's it going? Anything I can do to be of service? Pas de problème. Je n'ai jamais eu de problème avec les gonzesses. Je lui dirai bonjour ma jolie. Comment ça va? Est-ce que je peux vous être utile? Alors pendant longtemps, j'ai pensé que c'était la faute de la Fox qui aurait fourni au studio uniquement les scènes supplémentaires sans le contexte, avec un délai trop court en mode ah, allez c'est pour le DVD, faites ça cet après-midi. Mais non! Il y a des bouts de scènes déjà doublés qui ont été redoublés. Sans raison, histoire de bien niquer la cohérence jusqu'au bout. Regardez ça. Nous confions cet enfant et cet homme à ta haute clémence, ô Seigneur. Leur enveloppe charnelle s'est libérée des ombres de la nuit de notre terre. Nous te demandons, ô Seigneur, de placer cet enfant et cet homme sous ta haute clémence. Leur enveloppe charnelle a été libérée par la mort des ombres de la nuit et du monde des vivants. Ils sont enfin affranchis du malheur ainsi que de la peine. C'est honteux! Franchement, quel était l'intérêt de redoubler cette phrase? Et le pire, c'est que je me suis dit que les versions étrangères avaient sans doute les mêmes soucis, puisque vraisemblablement doublées dans les mêmes conditions. Alors j'ai vérifié la version longue en allemand. Et là... Wir übergeben hiermit dieses Kind und diesen Mann in deine Obhut, o Herr. Mögen die Dahingeschiedenen dem Schattenreich unseres irdischen Daseins entgehen. Sie werden hiermit erlöst sein von aller Dunkelheit und allem Schmerz. Tous les comédiens sont revenus, le doublage de la version longue n'a aucun putain de problème. C'est juste le responsable français qui s'en foutait et la Fox qui a tout commercialisé sans vérifier. C'est honteux! Bon, revenons en arrière une dernière fois. Après le succès en demi-teinte de Alien 3 au cinéma, la Fox décide de faire une suite, malgré la fin du film qui semblait justement avoir été conçue pour empêcher toute tentative de suite. Ayant visiblement appris de ses erreurs, le studio décide de ne pas prendre un jeune réalisateur sans expérience qu'il pourrait contrôler, mais au contraire de prendre un cinéaste doté d'une forte personnalité et d'une identité visuelle très marquée, et de lui laisser pratiquement carte blanche. C'est donc notre Jean-Pierre Jeunet national, tout juste auréolé du succès de La Cité des Enfants Perdus, qui se charge du film. Au départ peu emballé par l'idée, mais conscient qu'un blockbuster comme ça, sur un CV, ça peut toujours servir. Le film est, pour l'anecdote, basé sur un script de Joss Whedon, qui clame partout que Jeunet a massacré son projet en modifiant beaucoup trop d'éléments. Quelle ironie. Le film nous raconte donc l'histoire de Ripley, ressuscitée 200 ans après sa mort par des militaires pour s'emparer de la reine alien qu'elle portait dans le film précédent. C'est cela, oui. Bon, le film est assez mal aimé, en particulier aux États-Unis où ils ont détesté le scénario et le style très marqué Jeunet avec pas mal d'humour noir. Pour autant, si on ne le compare pas avec les précédents, surtout au niveau du style, bah c'est un bon film d'action SF avec une patine vraiment pas désagréable. Mais bref, parlons de la VF. Le film a été confié à la société Sonody et l'adaptation est toujours signée Eric Kahn. Quant à la direction artistique, elle est cette fois l'œuvre de Jean-Pierre Jeunet lui-même. Alors, j'aurais bien aimé avoir des renseignements sur son expérience, mais déjà qu'il parle assez peu du film en interview, j'ai rien trouvé sur le doublage. Mais parlons d'abord de l'adaptation. Les dialogues des personnages ne sont pas incroyables, mais ils sont fidèles à la VO, qui n'est elle-même pas géniale à ce niveau-là, avec les personnages qui passent une bonne partie du film à simplement s'envoyer des punchlines à la tronche. Alors... avec qui il faut que je baise si je veux partir d'ici? Ceci dit, elles sont bien traduites. Bon, il y a quand même quelques trucs assez difficiles à retranscrire, comme cette blague assez intraduisible. Fork. Fuck. It's fork. Fourchette. Foutaise. Non, fourchette. On notera aussi que l'ordinateur de la station Orega, Father, est traduit en français par père, et non pas par papa. Bon, vu que c'est une station militaire ultra secrète du gouvernement, c'est vrai que papa, ça l'aurait pas trop fait. Je suis le père.
Bienvenue à bord de l'USM Auriga. Mais dans l'ensemble, et compte tenu du matériau de base, on a une bonne adaptation dans la lignée des précédentes. Niveau casting et direction artistique, si d'ordinaire je me méfie des réalisateurs qui essayent de se mêler du doublage, comme Kubrick, qui a pourri la VF de plusieurs de ses films avec ses choix idiots, ou Polanski, qui interdit aux comédiens d'utiliser une bande rythmo sous prétexte que ça les empêcherait de bien jouer. Ben voyons, mon colon! Ici, il n'y a pas d'excentricité de ce genre. Les comédiens sont bien choisis, Ripley est évidemment doublé par Tanya Torrance, Cole, joué par Winona Ryder par Claire Guyot, qui était déjà sa voix française établie. Why do you care what happens to them? Because I'm programmed to. You're programmed to be an asshole? You're the new asshole model they're putting out? Pourquoi tu essaies tant de protéger les hommes? Parce que je suis programmée pour ça. Tu es programmée pour être une conne? C'est toi la conne dernier modèle du catalogue? Le docteur Gediman, joué par Brad Dourif par Patrick Laplace, la voix entre autres de Ralph Fiennes. That is Ripley's gift to her. A human reproductive system. She is giving birth for you, Ripley, and now she is perfect! C'est ça le cadeau que tu lui as fait, Ripley. Un système de reproduction humain. Elle va accoucher à ta place, Ripley. Maintenant, elle est parfaite! Ron Perlman par Bernard-Pierre Donadieu, que vous avez pu voir dans quelques films et qui a également fait un peu de doublage. Michael Wincott par Michel Vignier, qu'il avait déjà doublé dans Robin des Bois. Quand je vois une femme attachée comme une bête de sexe, j'ai envie de... Pourquoi une petite cuillère? Quant à Dominique Pinon, eh bien il se double lui-même et le fait plutôt bien, mais bon, son personnage n'est pas non plus très bavard. Dans l'ensemble, je n'ai rien à redire sur les interprétations, les comédiens sont bien dirigés, donc bravo Monsieur Jeunet. Après, Caan était peut-être présent sur le plateau, comme ça arrive parfois, et aurait pu assister Jeunet, mais à nouveau, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Pour passer brièvement sur la version longue, eh bien je dois dire qu'elle est nettement moins bonne que la version cinéma, d'une part, puisque je trouvais déjà l'humour un peu envahissant dans la version courte, mais alors là ça tourne au festival, entre la scène d'intro absolument ridicule que même Jeunet était heureux de couper, le moment où un scientifique révèle que la Vélandutanie, le symbole du mal incarné dans cet univers, a été racheté par l'équivalent américain de Intermarché, ou juste les petites blagounettes à droite à gauche. 2 pouces, un œil, une petite langue rose, et qui baise comme un dieu. Quoi? Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Le seul vrai intérêt de cette version, c'est qu'on peut voir Paris à la fin, en ruine. C'est encore un coup de Anne Hidalgo, ça. Et concernant le doublage de cette version longue, je suis pratiquement certain qu'il a été confié à la même équipe de Sagouin que pour la version longue du 3, donc c'est honteux! Bon, le résultat final est moins gênant puisqu'il n'y a que 8 minutes de scène supplémentaires, contre 30 dans le 3ème film, mais ça reste du mauvais boulot, hormis Tanya Torrance, irremplaçable. Aucun comédien ne revient. Que Dominique Pinon ne soit pas revenu doubler ses 3 répliques en plus, je peux comprendre, mais pour les autres, ça n'a vraiment aucun sens. Je vous rappelle que cette version longue date de 2003, moins de 6 ans après la sortie du film. Et autant pour certains, la nouvelle voix passe plutôt bien, comme José Lucioni qui remplace correctement Bernard-Pierre Donadieu, ou Blanche Ravalec qui peut vaguement faire illusion si on n'est pas trop attentif. Oh, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Autant pour d'autres, c'est juste aberrant, notamment Michel Vignier, sa voix rauque et virile, remplacé par Antoine Nouel, qui essaye piteusement de faire illusion, mais... Cole, une gamine qui veut jouer aux pirates. Elle est plutôt impressionnante. Elle est tout à fait baisable, je dirais. Bigrement à droite avec une clé à mallette, je peux le dire. Et le mixage est toujours aussi fainéant, il ne fait aucun effort pour dissimuler les coupes. Les anciens employeurs de Ripley, des colonisateurs, un conglomérat qui était en cheville avec l'armée pour des contrats de défense. En fait, ça remonte à des décades, Gediman, bien avant ton époque. Bon, il va falloir conclure. La verve de la saga Alien, c'est... Mais elle est pas finie, la saga. Oui... Bon, je vais pas m'étendre sur les films suivants, d'une part parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, d'autre part parce que je les trouve vraiment pas terribles, pour rester poli.
Et d'autre part parce que je me rends compte que j'ai sincèrement du mal à écrire sur les VF post-année 2000. Et c'est encore pire pour les années 2010. Parce que, pour ce qui est des films de gros studios, la VF est tellement contrôlée, les traductions sont vérifiées, les voix sont sélectionnées par les studios, le tout est tellement surveillé pour être proche de la VO que c'est difficile selon moi de trouver des VF de films commerciaux que je trouve intéressantes à disséquer. Ça et le fait que je regarde pas énormément de films récents. Donc je me contenterai de dire que dans l'ensemble, les VF sont bonnes compte tenu du matériau de base, et que, particularité intéressante, le premier Alien vs Predator fait revenir Lance Henriksen pour jouer le fondateur de la V-Land. Ce que je trouve génial, c'est comme si dans 100 ans on avait des robots Apple à l'effigie de Steve Jobs. Et Lance Henriksen y est doublé par Joel Martino, ce qui accrédite un peu ma théorie de l'échange de dernière minute concernant Alien le Retour. Joel Martino qui est très bon d'ailleurs. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est qui l'a construite et quand. Pour un expert, toutes ces particularités évoquent les pyramides que bâtissaient les Aztèques. Pour un autre, elle est probablement cambodgienne. Et pour la saga Prometheus, j'ai vraiment rien à dire. Enfin si, dans Covenant, on voit un vaisseau équipé du même système informatique que le Nostromo du premier film. Mais ils n'ont pas repris la traduction maman, ils gardent mother. On a du son, Mother ? Ce qui est ridicule. Enfin, j'avais déjà souligné ce problème dans ma vidéo sur la VF de Star Wars, mais hormis niquer la continuité, c'est quoi l'intérêt ? Surtout que d'autres sagas sorties à la même époque font quand même beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Alors toi, t'as bien une gueule de porte-bonheur. Éventuellement, on pourrait critiquer le fait que Claire Guyot double l'héroïne de Covenant alors qu'elle avait déjà doublé Cole, mais franchement, avec le temps, sa voix a changé et on ne le remarque pas. Bon, bref, pour conclure sur la saga Alien, que dire ? Déjà que si vous préférez les versions courtes, jetez-vous sur la VF. J'ai souligné quelques défauts par-ci par-là, surtout concernant le deuxième opus, mais les VF restent globalement d'excellente facture. Et surtout, 4 films étalés sur 20 ans, doublés chez 4 studios différents, par 4 directeurs artistiques, et c'est quand même assez admirable d'avoir pu garder Tanya Torrance tout du long. Surtout quand on considère que d'autres sagas de l'époque ont vraiment pu souffrir à ce niveau-là. L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Ce pictographe représente Sankara. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre la mythologie pour argent comptant. Et c'est d'autant plus appréciable que je trouve que Tanya Torrance est vraiment excellente sur cette actrice. Autant dire que je l'ai un peu eu mauvaise quand j'ai réalisé qu'elle avait été remplacée pour Avatar. Par contre, pour les versions longues, on a là un sacré exemple, à ma connaissance unique, de grand n'importe quoi. Autant les deux premiers ont été doublés soigneusement, et c'est d'autant plus fort que la version longue du 2 est d'abord sortie en laserdisc, un format cher et assez peu répandu, autant pour les deux suivants c'est juste scandaleux. Et encore aujourd'hui, je ne m'explique pas qu'un tel travail ait pu être approuvé et commercialisé. Quelque part, on peut s'estimer heureux que le 2, qui est selon moi le seul dont la version longue s'avère indispensable, soit celui qui s'en sorte le mieux, mais cette histoire me laisse quand même un goût amer. Aussi, vous aurez compris que si vous voulez tenter les éditions spéciales de toute la saga, le passage à la VO s'avérera malheureusement obligatoire. Cette vidéo conclut cette trilogie des grandes sagas de science-fiction. C'est un peu mon Il était une fois en Amérique à moi, finalement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous désirez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me suivre sur Twitter, j'ai pas encore l'habitude de le préciser.